Enfin, les vacances pour des millions de Français, notamment tous les écoliers et les lycéens, et pour beaucoup, dès ce soir, les premiers départs avec une circulation déjà très chargée à la sortie des grandes villes. Nouvel élément dans l'affaire Flactif, cette famille assassinée au Grand Bornand en avril dernier. Selon les experts, l'arme du crime ne serait pas un pistolet, mais un objet contondant. En Corse, la justice enquête sur une affaire de racket concernant le club Méditerranée. Les salariés du groupe ont été entendus dans le cadre de l'affaire Pierry, ce responsable nationaliste arrêté mercredi pour abus de biens sociaux et association de malfaiteurs. La raison d'État, c'est celle qu'évoque l'ancien président du Crédit Lyonnais, Jean Perlevade, pour sa défense. Exclu de l'accord à l'amiable signé dans le cadre de l'affaire Executive Life, il devra comparaître devant la justice américaine. C'est Noël et ce soir-là, essentiel, ce qui compte, c'est aussi la hotte du Père Noël. Que mettra-t-il dans son traîneau cette année, en quête de nos fins lignées à la fin de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. En cette journée de départ en vacances, la circulation routière a été particulièrement surveillée. Les gendarmes étaient mobilisés sur les principaux axes et notamment sur l'autoroute A7 où 2 nouveaux radars automatiques ont été mis en service. Reportage Francis Mazoyer, Christophe Larocca et Michel Comin. Aucun cadeau pour les automobilistes à l'approche de Noël. C'est l'heure des grands départs et des contrôles renforcés sur l'autoroute A7. 80 km/h, on peut chercher. 80 on peut la chercher si vous voulez. Démarrage en trombe. Le véhicule sera vite repéré par la brigade rapide d'intervention. Oui, ou orange ou salon. Voilà le véhicule en infraction. Vous avez été contrôlé en excès de vitesse, monsieur. 40 km/h au-dessus de la limite, c'est 135 € d'amende. Et surtout, retrait immédiat du permis de conduire. Ça m'arrive. Vous ne pouvez pas faire une exception? Là, vous me demandez de faire un faux, monsieur. Non, je vous demande pas de faire un faux, je vais vous payer l'amende. Entre Orange et Salon de Provence, 2 premiers radars automatiques viennent d'être mis en service. Un élément important dans le dispositif. Et il y a eu beaucoup d'accidents et c'est la raison pour laquelle deux radars ont été installés. Voilà, ici. Pendant les vacances, les gendarmes vont multiplier les opérations de contrôle. Cette fermeté voulue par le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, n'est pas toujours appréciée. On est pris pour des pompes afriques et puis voilà. Le nombre de tués sur les routes a baissé de 20% cette année dans les Bouches-du-Rhône. Des chiffres encourageants à confirmer pendant cette période de fête. Selon la sécurité routière, il faut attendre dimanche pour éviter les embouteillages. Demain sera aussi une journée classée orange, une circulation qui pourrait être rendue plus difficile encore en raison des chutes de neige annoncées pour demain soir, notamment dans la région des Alpes. Autre risque un peu partout en cette saison, c'est le brouillard qui provoque évidemment de nombreux accidents. Les conducteurs français ne respectent pas suffisamment les distances de sécurité. La circulation par brouillard demande en effet une conduite beaucoup plus prudente, comme nous le rappellent Diego Garcia et Frédéric Faure. Premier départ en vacances ce matin. Sur l'autoroute, le message de prudence est clair. Pourtant, de nombreux automobilistes ne le remarquent pas. Et puis, le piège se referme lentement sur eux. Pour les spécialistes, le brouillard est un phénomène aléatoire. Pour les automobilistes, c'est plutôt un phénomène inquiétant. Il y a un problème de vue, on ne sait pas où on est un peu perdu. Donc on a tendance à perdre ses repères. On est surpris et le véhicule qui est devant, des fois, est très près. Ce que je remarque surtout, c'est que les gens freinent d'un seul coup. Et ça, c'est parfois très dangereux pour les gens qui sont derrière, bien sûr. Conséquence, 796 accidents corporels pour 2002. Collisions en chaîne, parfois aggravées par la présence de poids lourds. 2% des automobilistes sont tués sur la route à cause du brouillard. À l'Institut national de la recherche sur les transports et la sécurité, les chercheurs disposent d'un simulateur. Leur recherche nous aide à comprendre pourquoi, par exemple, les feux arrière des véhicules produisent un effet d'aspiration. Les conducteurs suivent de très près le véhicule précédent pour ne pas le perdre de vue. Ils sont attirés par les feux arrière de ce véhicule qui ont pour eux une fonction de guidage et qui leur facilite le contrôle de trajectoire. Et en même temps, les conducteurs subissent une pression arrière qui est exercée par les feux très lumineux du véhicule qui suit. Par temps de brouillard, la vitesse ne doit pas dépasser les 50 km/h si la visibilité est inférieure à 50 mètres. Problème, près de 95% des conducteurs roulent trop vite. À Clermont-Ferrand, ce laboratoire fabrique du brouillard. Ici, les chercheurs ont compris l'une des erreurs des conducteurs.
Les résultats obtenus ont montré que les observateurs surestimaient de 60% les distances réelles. En clair, les automobilistes se croient beaucoup plus loin du véhicule qui les précède. Alors, si le brouillard croise la route de vos vacances, n'hésitez pas à réduire votre vitesse et respecter les distances de sécurité. Et dans ces circonstances, beaucoup préfèrent prendre le train. La SNCF attend près de 3 millions de voyageurs. 2000 TGV seront mis en service. Et la gare de Lyon à Paris connaîtra la plus forte affluence pour les départs. La SNCF mettra à la disposition des voyageurs près de 400 agents reconnaissables à leur gilet rouge pour les renseigner et les aider. Des vacances très attendues par la plupart d'entre vous, car selon les médecins, les Français, grands et petits, sont fatigués. Après un long trimestre et avec des journées où le soleil se raréfie, les Français sont à plat, tristounés, sujets à toutes sortes de maux, comme en témoigne la virulence particulière de la grippe cette année. Grosse fatigue donc, et un seul conseil, se reposer. Nathalie Sapena et Bernard Connor. Dernière sortie de l'année, après un premier trimestre de près de 4 mois, qui laisse les enfants sur les rotules. Les miens, ils sont excités. C'est une fatigue qui part en crescendo d'énervement. Donc quand je sens que je maîtrise plus trop les éléments, les horaires, c'est qu'ils sont fatigués en fait. C'est bien qu'il y a des vacances, comme ça on peut se reposer et après ça reprendra mieux. Vous êtes fatigué depuis quand? Depuis le mois d'octobre. Les adultes aussi sont épuisés et les cabinets médicaux ne désemplissent pas. Ce patient consulte pour une fatigue tenace, sans rapport avec une maladie. Parce que je suis fatigué. On sort le matin, il fait pratiquement nuit. On rentre le soir, il fait nuit. Et donc on s'en sort plus. On donne souvent des vitamines, des oligo-éléments pour les aider un petit peu, quoi. Mais c'est vrai que souvent il faut attendre plusieurs semaines pour récupérer complètement et être moins fatigué. Dans les pharmacies, vitamines et tonifiants s'arrachent, car les épidémies ont été rudes et viennent aggraver la traditionnelle fatigue hivernale. La gastro-entérite, mais surtout la grippe, qui a déjà frappé 2,5 millions de personnes. Quant aux enfants, 2 semaines de vacances devraient les requinquer, à condition de respecter certaines recommandations. Les laisser dormir, de ne pas les planter devant la télé, de les aérer au maximum, de les laisser jouer. Des conseils qui ne seront pas forcément tous suivis à la lettre. Vous allez vous reposer ou vous allez faire la fête? À Mulhouse, le parquet a révélé aujourd'hui que les cadavres des nouveau-nés retrouvés dans une forêt en octobre étaient tous issus de la même lignée maternelle, c'est-à-dire soit d'une mère et sa fille, ou soit de 2 sœurs. Et selon les tests pratiqués sur les restes des enfants, il y a 5 corps et non 4. Enquête Christine Beauce et Jean-Pierre Pasteur. Le mystère de la forêt de Galfing se dissipe au fur et à mesure des résultats d'analyse ADN, mais pas l'horreur. Car au lieu de 4 cadavres de nouveau-nés découverts ici le 21 octobre dernier, les contre-expertises scientifiques ont déterminé l'existence d'un 5e corps de nourrisson. La datation s'avère complexe car les bébés sont nés à des périodes différentes et anciennes pour certains. En possession des premiers résultats probants d'ADN, le procureur de la République de Mulhouse a évoqué une piste familiale. Les tests permettent d'indiquer qu'il s'agit d'une même ligne maternelle. L'ADN nucléaire a été découvert pour partie et ont déterminé pour l'instant seulement 2 pères différents. À la suite d'une réquisition auprès de la Caisse d'assurance maladie et des allocations familiales, les gendarmes de la cellule infanticide 68 ont effectué des prélèvements d'ADN sur 24 femmes de la région. Sur quels critères? Mystère. Les enquêteurs privilégient aujourd'hui une piste locale, mais pas exclusivement. Nouvel élément dans l'affaire Flactif. L'assassinat des parents et des 3 enfants dans le chalet du Grand Bornand ne s'est probablement pas déroulé dans les circonstances qu'a décrites David Otia lors de ses premiers aveux. Aveux sur lesquels il est revenu d'ailleurs depuis. Selon un tout dernier rapport scientifique, les experts estiment, sur la base des analyses effectuées sur place, que le meurtrier présumé n'aurait pas utilisé une arme à feu, mais un objet contondant. Benoît Gadret et Philippe Fivet. Lors de son arrestation, David Otia a tout avoué avant de nier en bloc. Des aveux circonstanciés qui laissent les parties civiles perplexes. Première question, l'arme du crime. David Otia a affirmé qu'il avait abattu seul les 5 membres de la famille à l'aide d'un pistolet. Cette version contredit en partie les conclusions des scientifiques. Pour ces experts, la dispersion des traces de sang retrouvées dans le chalet ne correspond pas à l'emploi d'une arme à feu. L'assassin se serait plutôt servi d'une arme contondante, un objet massif.
Autre zone d'ombre, le nettoyage du chalet. David Ottier affirme qu'il l'a fait seul à l'aide d'une éponge et d'une lampe de poche, ce qui laisse sceptiques les enquêteurs. Tout aussi troublant, la crémation des corps. La faible quantité de restes humains retrouvés dans cette forêt semble difficilement compatible avec la version donnée par l'assassin présumé. Il est impossible que David Ottier ait fait cet assassinat seul s'il l'a réalisé, puisqu'aujourd'hui on ne sait plus sur quel fait ou sur quelle base de déclaration il faut s'appuyer pour essayer de faire avancer cette enquête. Cela étant, à partir du moment où il y a 4 personnes qui ont été mises en examen et aujourd'hui détenues, ce sont ces personnes-là qui peuvent aujourd'hui faire éclater la vérité. Or, les 2 femmes incarcérées dans ce dossier, dont la compagne d'Ottier, pourraient être remises en liberté dès la mi-janvier. Le magistrat n'a pas retenu la complicité, leur détention ne pourra donc être prolongée, une perspective qui indigne les familles. L'une d'entre elles envisage de demander le dessaisissement du juge d'instruction. 5 ans de prison ferme pour l'ancien brigadier de police qui avait violé une jeune collègue après lui avoir fait boire une drogue, le GHB, surnommée drogue du violeur car elle prive l'agressé de toute conscience. Selon l'avocat de la victime, ce verdict est un espoir pour toutes celles qui ont dû ingurgiter cette drogue. Le tribunal est allé en effet au-delà de la demande du procureur qui avait requis 5 ans de prison, dont 1 avec sursis. À Créteil s'est ouvert le procès d'un chauffard qui, sous l'emprise de l'alcool, s'est endormi au volant, causant un accident qui a coûté la vie à 5 jeunes. Il comparait pour homicide involontaire. Le passager de son véhicule est poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Caroline Gauthier et Laurent Siron. Pascal Domer sort libre de la salle d'audience dans l'attente de son jugement. Les familles qui assistent à son départ s'étonnent de sa fuite. On ne peut pas lui sauter dessus, il pouvait sortir. Beaucoup de retenue et de dignité tout au long de cette audience. À l'issue, les réquisitions du procureur général font l'unanimité. 5 ans de prison, dont 1 avec sursis pour l'accusé, responsable de la mort de 5 étudiants alors qu'il conduisait en état d'ivresse. J'ai trouvé que les réquisitions du parquet étaient intelligentes et modérées. J'espère obtenir mieux quand même parce que la peine de sursis pourrait être plus élevée, me semble-t-il. Je pense que c'est déjà une peine conséquente si elle est appliquée. Oui, parce que ça fait quand même 4 ans d'incarcération et je pense que dans la vie d'un homme, 4 ans d'incarcération, c'est quand même, je dirais, un break. Alcool, vitesse, peu importe. Le problème, il est globalement la vision que notre société a de la délinquance routière. C'est dans cette carcasse carbonisée qu'Audrey, Arnaud, Thibault, Robin et Maxime, âgés de 18 à 19 ans, ont trouvé la mort ce 21 avril 2001. Pascal Domer, au volant de cet autre véhicule, les percute à 160 km/h sur l'autoroute à hauteur de Rungis. Il est ivre et prend la fuite avec son passager. Les 2 fuyards, arrêtés 1 heure plus tard, reconnaissent les faits. Les familles des victimes ont attendu ce procès pendant plus de 2 ans et demi. Il leur faudra encore patienter jusqu'au 16 janvier prochain pour connaître le jugement. En Corse, après l'arrestation mercredi de Charles Pierry, responsable nationaliste, l'enquête met au jour des pratiques qui relèvent plus du banditisme que de la lutte militante. Le club Med aurait ainsi été racketé par une société de gardiennage, soupçonnée justement d'avoir des liens étroits avec le FLNC. Les explications de Stéphane Bretner et Guillaume Faudra. Celui qui alertait la justice a travaillé ici, dans ce club de Haute-Corse. Dans un fax envoyé au juge Courroy, l'ancien employé explique qu'il aurait fait l'objet d'une tentative de racket du FLNC. L'homme dit avoir reçu la visite de 3 membres d'une société de gardiennage venus proposer leur service de force. Ils refusent, résultat, le village est plastiqué, c'était en avril 2002. Peu de temps après, la société obtient finalement le marché. Aujourd'hui, le club Méditerranée confirme dans un communiqué qu'il collabore à l'enquête et a été amené dans ce cadre à donner des éléments d'information. Mais il refuse de parler de racket. La société de gardiennage aurait, dit-il, obtenu le contrat 2 ans avant l'attentat. Cette société, CGS, le juge la connaît déjà. Elle faisait partie des cibles perquisitionnées il y a 2 mois dans le cadre de l'enquête sur Charles Pierry. Cette histoire de racket auprès du Club Med est relativement hallucinante. En tout cas, moi je n'en ai ni les tenants ni les aboutissants. C'est de la véritable provocation, c'est un coup politique et médiatique qui portera ses fruits un certain temps et qui tombera comme un château de cartes. Mais des cartes, le juge Courroy en a plusieurs dans sa manche. Ce matin, il a mis en examen le patron de la société de gardiennage
pour association de malfaiteurs et extorsion de fonds. Il pourrait dormir en prison ce soir. Autre audition dans l'après-midi, celle de la femme de Charles Pierry. Elle est ressortie libre, mais avec une mise en examen. Un réseau de piratage de cartes bleues a été démantelé près de Meaux en Seine-et-Marne. 3 hommes ont dupliqué près de 1400 cartes bleues, ce qui leur a permis de débiter plus d'1,5 million d'euros. Ils utilisaient pour ce faire un boîtier clandestin. Explication à Maury Guibert et Nadine Picard. Les victimes de l'escroquerie, des automobilistes de l'autoroute A4 venus faire le plein dans cette station-service près de Paris. À la caisse, un homme embauché en mai dernier. Au moment du paiement, il copie les données de la carte grâce à un petit boîtier. Ces données sont envoyées vers sa voiture où se trouve un appareil qui les enregistre. Deux complices se chargent ensuite de fabriquer des cartes clonées, 1400 en tout, 400 seront utilisées. Le principal responsable, c'est un spécialiste, c'est le comble, des dispositifs de sécurité informatique et il prévoyait du reste d'écrire un livre très prochainement sur le sujet. Vu le matériel saisi au domicile du chef du réseau, l'affaire est effectivement celle de spécialistes. Des spécialistes qui allaient en Belgique et en Espagne pour effectuer des retraits avec les cartes copiées. Préjudice total estimé 1,5 million d'euros. Les policiers doivent maintenant identifier près de 300 victimes. Nicolas Sarkozy s'est rendu à Pau aujourd'hui pour inaugurer le nouveau commissariat de Luz-des-Bois. En septembre dernier, une quinzaine de jeunes avaient détruit l'ancien poste de police. 3 policiers avaient échappé de justesse à l'incendie qui s'était alors propagé dans le bâtiment. L'ancien président du Crédit Lyonnais, Jean-Pierre Levade, met directement en cause le gouvernement dans l'affaire Executive Life. Poursuivi par la justice californienne pour fausses déclarations et félonie, il estime être victime de la raison d'État. Il s'en explique dans un entretien accordé à Gérard Leclerc et Frédéric Bazille. Le 18 décembre dernier, la procureure californienne Debra Young confirme le plus grand accord pour la plus importante fraude. Les Français vont payer 770 millions de dollars, dont 475 à la charge des contribuables, pour solder le rachat illégal en 1991 de la compagnie d'assurance Executive Life par le Crédit Lyonnais. Jean-Pierre Raffarin salue le compromis. Je suis très heureux que notre stratégie semble avoir été comprise par les autorités américaines qui aujourd'hui nous proposent un accord. Mais surprise, peu après, la justice américaine annonce l'inculpation pour conspiration de 6 anciens dirigeants du Lyonnais, dont Jean-Pierre Levade, qui aurait dû être couvert par l'accord, comme l'a été finalement l'homme d'affaires François Pinault. L'ex-PDG refuse de reconnaître une quelconque culpabilité dans le rachat d'Executive Life, conclu 2 ans avant son arrivée, une attitude de fermeté que lui reproche le gouvernement. Ce que la justice américaine demandait de ma part, c'est que je reconnaisse explicitement ma culpabilité personnelle en fournant en plus au juge les preuves de ma propre culpabilité. Et honnêtement, je ne comprends pas les gens qui m'accusent d'intransigeance simplement parce que je refuse de dire cela. Je suis totalement innocent. Vous avez comme le sentiment d'avoir été quelque part trompé par le gouvernement français ? Je comprends la raison d'État. Je comprends que les intérêts supérieurs du pays, comme on dit avec un peu de grandiloquence, imposent à tel ou tel moment de trancher un peu dans le vif. Je regrette d'être le vif, mais peu importe. Mais je trouve que quand on prend ce genre de décision, la moindre des choses, c'est de l'expliquer à l'intéressé et de l'assumer et vis-à-vis de lui et vis-à-vis de l'opinion publique. Et l'affaire, vous pensez, risque de ne pas s'arrêter là, de continuer et de coûter encore plus cher à la France? Je suis certain que l'affaire n'est pas terminée. Ce soir, le ministère de l'économie assure que le gouvernement est intervenu à de multiples reprises auprès des autorités américaines en faveur de Jean-Pierre Levade. Les 15 ministres européens de la pêche ont fini par se mettre d'accord sur une gestion des quotas de pêche, notamment concernant le cabillaud et le merlu, dont les ressources sont en forte diminution selon les spécialistes. Une analyse évidemment rejetée par les pêcheurs français, mais qui devront tout de même se plier aux nouvelles règles que nous expliquent Sophie Rodier et Christian-Marie Monod. Une bonne prise pour les pêcheurs français. L'an prochain, ils auront le droit de travailler 22 jours par mois, loin des 15 jours que proposait Bruxelles. Seul sacrifice pour les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer, il faudra prendre moins de cabillaud, une espèce très menacée selon les scientifiques. Mais la mesure n'arrange pas les professionnels. Chaque année, on a un tour de vie supplémentaire qui nous réduit d'année en année les possibilités d'activité dans l'ensemble de nos flottilles.
Le cabillaud était déjà soumis à des quotas drastiques en mer du Nord. Désormais, ces restrictions seront étendues l'an prochain à la mer Celtique et à la Manche orientale. Dans ces deux zones, il faudra pêcher 1000 tonnes de moins de cabillaud par an, seul moyen de reconstituer les stocks. Moins de cabillaud, mais plus de sol et d'anchois. Pour le ministre de la Pêche, ces 2 jours de négociation ont porté leurs fruits. Nous avons obtenu un bon accord qui permettra aux pêcheurs français en 2004 de continuer à travailler. Pour moi, c'était ça le plus important. Un accord à l'arraché, mais Bruxelles refuse de céder sur le cabillaud. Depuis les années 80, les captures de ce poisson ont diminué de 60% en mer du Nord. Pour reconstituer les réserves, les pêcheurs devront encore faire un effort pendant quelques années. Les buralistes français ont obtenu une aide de 150 millions d'euros avec des dispositions particulières pour les frontaliers, des subventions qui devraient compenser leurs pertes de revenus liées à la hausse des prix du tabac. L'accord a été signé aujourd'hui par Renaud Dutreil. En Arles, on continue à nettoyer les rues et les bâtiments de la ville. Les entreprises chargées du ramassage des ordures et de la collecte du verre, elles aussi inondées, ne pourront évidemment pas procéder au tri habituel. Les déchets devront donc être éliminés en vrac et vous le voyez, ce sont des montagnes de déchets qu'il faut maintenant traiter et éliminer. Et pour aider les régions du Sud-Est inondées, le gouvernement a débloqué un plan d'aide de 250 millions d'euros. Il sera consacré aux réparations des premiers dégâts, habitations, digues et aux aides d'urgence aux personnes ainsi qu'aux entreprises. 6 ans après l'accident qui a coûté la vie à la princesse Diana et à son compagnon Dodi Al-Fayed, le palais de Buckingham a décidé d'ordonner une enquête judiciaire. En 1999, un rapport officiel britannique basé sur l'enquête judiciaire française avait été publié et seul le père de Dodi Al-Fayed espérait encore obtenir des révélations. Selon le palais de Buckingham, cette nouvelle enquête ne débutera que dans quelques mois. Explication Laurent Boussier et Dominique Marotel. C'était un paradoxe et pour beaucoup une incompréhension. Depuis 6 ans, il n'y avait eu aucune enquête officielle en Grande-Bretagne sur la mort de la princesse de Galles. Anomalie aujourd'hui réparée avec l'annonce par cet homme, Michael Burgess, responsable des affaires judiciaires concernant la famille royale, d'une enquête publique sur les circonstances de l'accident du 31 août 1997. Une enquête tardive qui a fait l'objet de négociations avec la famille royale et qui s'appuiera sur les conclusions de la justice française, ivresse du chauffeur et vitesse excessive de la voiture. Insuffisant a déjà prévenu Mohamed Al-Fayed, richissime homme d'affaires, père de Dodi Al-Fayed, le compagnon de Diana, mort lui aussi dans l'accident. C'était la mère d'un futur roi. Elle a été assassinée avec mon fils. Je me suis battu pendant 6 ans et rien jusqu'à présent ne s'est passé. Depuis 6 ans, Mohamed Al-Fayed est persuadé qu'il y a eu complot, que son fils et la princesse ont été assassinés par les services secrets britanniques. Une thèse relancée au mois d'octobre dernier après la publication d'une lettre dans laquelle Diana faisait part de ses craintes d'être assassinée. Mohamed Al-Fayed, qui a déjà dépensé beaucoup d'argent en enquête privée et en frais de justice, a donc déposé une nouvelle plainte en Écosse cette fois. C'est ici au Queen Elizabeth Center que le 6 janvier prochain sera officiellement lancée l'enquête publique. Il est fort peu probable qu'elle apporte de nouveaux éléments, mais elle aura peut-être le mérite de mettre fin aux rumeurs, aux spéculations de complot et d'assassinat. Et de son côté, le parquet de Paris a fait appel de la relaxe des 3 photographes mis en cause dans cette même affaire. Ils étaient poursuivis pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Ils seront donc vraisemblablement rejugés. Le débat français sur la laïcité suscite de nombreuses interrogations dans les pays anglo-saxons. Hier, à Washington, un responsable du département d'État s'est déclaré préoccupé par la tournure que prenait en France le débat sur les signes religieux. Les Américains et les Britanniques, qui n'ont pas la même conception de la laïcité que la France, estiment qu'une telle loi serait impossible dans leurs pays respectifs. Claude Sampère et Aaron Diamant ont suivi une étudiante de confession musulmane dans son université à Washington. Chaque jour, Radia se rend dans sa faculté, une des plus importantes de Washington. Elle a 21 ans, elle est musulmane et elle a toujours porté son foulard sur le campus. Et comme pour son amie Asma, cela n'a jamais posé aucun problème. Même avant, quand j'étais au collège, cela s'est toujours bien passé. J'ai dirigé un journal, je portais le voile, et quand j'allais faire du sport, du jogging ou du football, mon entraîneur me donnait l'autorisation de porter le foulard.
Moi, je porte mon hijab depuis l'école primaire et je n'ai jamais eu de problème. D'ailleurs, cela a toujours incité les autres à venir vers moi et à parler de ma religion. Pour Radia, la future loi en France est un pas en arrière. Où sont les idées de liberté de la Révolution française, dit-elle. Avant de nous quitter, elle nous montre son permis de conduire. Sur la photo, elle porte son voile. Dans tous les États-Unis, c'est comme ça. La liberté de religion est depuis toujours un principe de base de la société américaine, un principe inscrit dans le premier amendement de la Constitution. Personne ici ne comprend aujourd'hui la position française sur la nécessité d'une loi pour interdire les signes religieux ostensibles. Comment une société tout entière, un État, peut aujourd'hui être effrayé par un bout de tissu sur la tête d'une jeune fille de 12 ans? C'est vraiment ridicule. Aux États-Unis, une jeune femme musulmane dans un hôpital peut refuser d'être soignée par un homme. Et dans un tribunal, un membre d'un jury d'une cour d'assises peut porter un signe religieux. Cela est tout à fait toléré. Aux États-Unis, un proviseur qui interdirait l'accès de son école à une jeune fille portant le voile pourrait être poursuivi devant un tribunal pour discrimination religieuse. On est donc très loin ici de la conception française des libertés religieuses. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, en visite à Paris aujourd'hui, s'est montré très mesuré sur le sort de Saddam Hussein. À l'issue d'un déjeuner avec Jacques Chirac, il a usé d'une métaphore pour ne pas accabler l'ancien dictateur. Écoutez-le. Je voudrais dire que le peuple algérien est solidaire du peuple irakien dans ses bonheurs et ses malheurs. En tant que pays afro-arabe, j'appartiens à une culture qui m'interdit complètement d'ajouter un couteau quand le chameau est tombé. De son côté, l'administrateur américain à Bagdad, Paul Bremer, a confirmé qu'il était sorti indemne d'une tentative d'assassinat le 6 décembre dernier. Ce jour-là, sa voiture a heurté un engin explosif et a été mitraillée. Ces actions terroristes jamais revendiquées ne sont pas forcément le fait d'Irakiens, mais pourraient, pour certains, avoir été perpétrées par des combattants étrangers qui auraient rallié l'Irak récemment. Selon les autorités américaines, 200 à 300 volontaires pour le djihad seraient actuellement détenus par la coalition. La plupart se trouvaient dans le triangle sunnite, où se sont rendus nos envoyés spéciaux Martine Laroche-Joubert et Patrick Desmully. Un lieu désolé dans le désert, à une centaine de kilomètres de Bagdad. 6 tombes, avec des noms yéménites, syriens, saoudiens. Cet homme nous dit qu'il a lui-même creusé la terre et que ceux qui ont apporté les cadavres avaient le visage caché. L'histoire commence ici, en octobre dernier, juste avant le Ramadan. Des hommes sont arrivés d'Arabie Saoudite, comme des ouvriers, mais c'était des moudjahidines. Ils étaient armés. Pendant la journée, ils repeignaient les murs, mais la nuit, ils allaient attaquer les Américains. Dans la nuit du 31 octobre, les Américains bouclent la zone et arrêtent tous les voisins. Celui-ci dit qu'ils lui ont attaché les mains, qu'ils l'ont frappé devant sa femme et emmené avec eux. À minuit, les Américains sont venus avec des tanks et un hélicoptère avec une mitrailleuse. Les moudjahidines avaient des mortiers. Ils ont tous été tués. 2 Américains aussi sont morts. Les combattants venus de l'étranger sont traqués par les Américains. Ils seraient des kamikazes. Les Américains nous ont dit que si on envoyait, il fallait les prévenir à un numéro. Mais moi, je n'ai vu que des cadavres. Les villageois prétendent que depuis cette histoire, il n'y aurait plus de combattants étrangers chez eux. C'est l'arrestation de Saddam Hussein qui fait l'objet de toutes leurs spéculations. Qu'ils soient en prison ne change rien. Les gens qui veulent défendre l'Irak combattent pour leur religion, pas pour une personne. Qu'il y ait des combattants étrangers en Irak, c'est certain, qu'ils soient liés à Al-Qaïda, c'est possible, mais ce sont sans doute eux qui commettent des attentats suicides. Michael Jackson a été formellement inculpé d'agression sexuelle sur mineurs. Il encourt une peine de 24 ans de prison. Il est accusé aussi d'avoir fait boire de l'alcool à un enfant. Une audience a été fixée au 16 janvier, ce qui permettra au chanteur de passer les fêtes de fin d'année en Grande-Bretagne. Michael Jackson, qui clame son innocence, a versé une caution de 3 millions de dollars pour rester en liberté.
Le Queen Mary 2 quittera Saint-Nazaire lundi. Les fêtes prévues n'auront pas lieu en raison de l'accident survenu sur la passerelle il y a un mois. Ce départ constituera tout de même un événement. À bord de ce géant des mers, le premier passager sera le Pacha, le capitaine Ronald Warwick, héritier d'une longue tradition familiale. Jacques Deveau et Gabriel Camilla. Il est très sollicité par les médias, le commandant Warwick. Il faut dire qu'il a le physique de l'emploi. La barbe grise du vieux loup de mer qui a 62 ans rempile pour une ultime mission. Et quelle mission? Commander le plus grand paquebot du monde. Ma première responsabilité est d'assurer la sécurité à bord, des passagers et de l'équipage. La seconde est de veiller à la sécurité du navire. Mais les deux vont de pair. Ronald Warwick peut être fier de ce bâton de maréchal qui couronne une carrière exemplaire. Issu d'une famille de marins, son père a commandé le premier Queen Mary. Lui-même est passé sur le Queen Elizabeth. Le bonheur est malheureusement terni par le drame de la passerelle qui a coûté la vie à 15 personnes. Nous sommes profondément désolés. Nous avons vraiment de la compassion pour toutes les victimes. Mais la vie ne s'arrête pas et le bateau doit partir. Et pendant que le commandant prend possession du navire, c'est l'heure des ultimes préparatifs. L'équipage s'installe, ceux qui ont construit le paquebot vont bientôt descendre à terre. Il est particulier parce que c'est plus d'un paquebot, c'est surtout un transatlantique. Donc il y a une fierté légitime, je crois, de tous, d'avoir travaillé là-dessus. Nos anciens nous parlaient du France, eh bien on pourra parler du QM2. Lundi, le Queen Mary 2 quittera définitivement Saint-Nazaire. Nul doute que la foule sera au rendez-vous pour lui dire adieu. Chaque année, les fabricants de jouets mettent sur le marché de nouveaux produits susceptibles de susciter l'engouement des jeunes utilisateurs. Revue de Déta et de la mode d'hiver 2003 avec l'aide des lutins du Père Noël, bien sûr, et aussi de Stéphanie Davoignon. Qu'est-ce que tu veux pour Noël, Zoé? Un habit de Barbie. Les jeux de société. Des jeux vidéo, CD. C'est tellement que je commande des choses, j'arrive plus à m'en rappeler. Heureusement, le Père Noël, lui, a de la mémoire. Et Joris lui a envoyé sa liste. DVD, machine à écrire et jeux de société. Finalement, ce n'est pas très original, puisque selon l'enquête d'un quotidien pour enfants, le jeu de société est le jouet le plus demandé. Suivent les incontournables jeux vidéo, puis les CD. Jade, 9 ans, a déjà sa collection personnelle, inspirée des émissions de télé-réalité. Et elle aussi joue à la petite star. À Noël, ce qui est à la mode, c'est ce qu'elle voit à la télé. Je dis à mes copines, vous avez vu, j'ai vu ça, etc. Et elles me disent, ah ouais, c'est bien, des fois c'est pas bien, alors je choisis après à la maison. Dans les grands magasins, karaoké rose pour les filles et jeux vidéo pour les garçons. Les nouveaux jouets sont toujours aussi sexués. Restent les jeux de société. Les grands classiques résistent en version modernisée. Ils rappellent des souvenirs aux parents et plaisent aux enfants. Les jeux d'ordinateur, PlayStation, etc., ça va un moment, mais ils ne peuvent pas faire que ça. Puis là, on joue en famille, c'est différent. Chaque année, le Père Noël dépense pour chaque enfant entre 200 et 300 euros. Lorsque cantine rime avec gastronomie, les élèves se pourlèchent les babines. C'est le cas dans ce lycée de Salon-de-Provence où un cuisinier hors norme leur sert tout au long de l'année des plats préparés avec les meilleurs produits. Et pour Noël, ils ont eu droit à un repas digne des plus grands chefs, Léo Lamberton et Cyril Paquier. Allez, regardez, vous avez des outils là. Il est 11h30 et c'est le coup de feu en cuisine. Aujourd'hui, le lycée Lompéry à Salon-de-Provence vit un moment magique. C'est le jour du repas de Noël, un cadeau gastronomique préparé depuis longtemps. Là, ça fait 4 jours qu'on est dedans et ça fait au moins un mois qu'on y pense. Car ici, le repas de Noël est digne d'un grand restaurant. Cette année, le chef a prévu plus de 17 plats différents, des ballotines de saumon au foie gras, en passant par le grenadin de veau aux morilles et la ronde des desserts. On va goûter ça, c'est l'heure de vérité. Ouais, c'est bon. Et quand on sait que pour préparer 900 repas, ils ne sont que 3 en cuisine, l'exploit devient un défi. On aime relever les défis. C'est justement la base. De toute manière, la cuisine est un défi permanent. Donc c'est ça qui nous plaît. Ça,
Ça, c'est bon. C'est une terrine de choux aux flancs de courge. Voilà 13 ans que Dominique Valadier officie au lycée. Plus qu'un cuisinier, il se définit comme un éducateur de goût. Ici, que ce soit pour Noël ou pour les autres jours, tout est mitonné sur place. Je sais ce que je mets dedans, je sais que je fabrique moi et je sais comment je le fabrique. C'est-à-dire je mets pas de E470 ou autre. Je mets... Là on a de la viande, on la farine, on la fait cuire, on mettra des morilles après, c'est tout simple. Et c'est comme ça qu'on apprend à manger, c'est comme ça qu'on apprend à faire aimer les choses. On n'a pas beaucoup qui ont des repas comme ça. On est des privilégiés en fait. Mais avec ce qui nous habitue tout au long de l'année, c'est juste le prolongement. On adore notre cuisinier. Cerise sur le gâteau, le prix. Ce repas de Noël ne revient qu'à 4 € par personne. Dominique Valadier ne se contente pas d'éduquer le goût, il donne aussi des leçons d'économie. De quoi donner envie de s'inscrire à la cantine. La saison de ski commence demain, mais la neige n'est pas encore au rendez-vous dans les stations situées à moins de 2000 mètres d'altitude. Les situations devraient cependant changer, je vous le disais en début de ce journal, sur les différents massifs français à partir de dimanche, avec l'arrivée d'une grosse perturbation qui devrait amener un peu de neige. Et dans les Alpes, Chamonix reste la capitale de l'alpinisme. C'est aussi la plus ancienne station de ski, avec comme point d'attrait central le Mont Blanc qui surplombe la station. C'est le 3e site naturel le plus visité au monde, après les chutes du Niagara et le mont Fuji. Jean-Jacques Dufour. Comme un aimant aspire les clous, Chamonix attire tous les amoureux de la montagne. Il faut dire que pour les givrés d'escalade, nous sommes ici, aux portes du paradis. On a le Mont Blanc, on est mondialement connu grâce au Mont Blanc. C'est vrai que c'est grâce à lui, on ne serait rien sans lui. Effectivement, chaque année, et grâce au Mont Blanc, la Mecque de l'alpinisme reçoit plus de 5 millions de visiteurs. Pour grimper, ils ne sont pas obligés de s'encorder, il y a des téléphériques. En pleine saison, nous montons jusqu'à 5000 personnes par jour. Et puis le trajet, il faut compter environ 20 minutes pour monter depuis Chamonix jusqu'au sommet de l'Aiguille du Midi à 3842 mètres. L'ascension est tellement rapide qu'on en oublierait presque le travail qu'a nécessité la pose des câbles. À l'époque, il est sûr que les personnes qui ont monté les câbles à dos d'homme pour construire la gare au sommet de l'Aiguille, ça a dû être vraiment un travail de grande envergure. Oui. Dans le genre gros boulot, il faut aussi évoquer la construction du petit train du Mont-en-Vert. Ça a été énorme. D'abord, il a fallu installer la crémaillère et les voies. Tout a été fait manuellement. Les ouvrages d'art ont été taillés à la main dans le granit de Chamonix. Inaugurée en 1908, cette ligne, 5 km de rail à flanc de montagne, permet d'accéder à la mer de glace. Une mer immobile, d'où l'on peut admirer quelques sommets mythiques. Tout cela mérite une pause. Allez, vous regardez, et moi, j'arrête de causer. Les arêtes, c'est les chemins du ciel. C'est ceux qui conduisent directement vers la limite de l'horizon. Et c'est vrai que pour un photographe, c'est le meilleur endroit. C'est là qu'on a les plus beaux panoramas. Pour découvrir ces grandioses panoramas, les premiers alpinistes ont eu beaucoup de courage. Parce qu'au XVIIIe siècle, la montagne, ça faisait plutôt peur. Il a fallu qu'ils luttent non seulement contre la montagne, qu'ils arrivent là-haut, il a fallu qu'ils luttent contre toutes les anciennes croyances. Parce qu'à l'époque, la montagne, c'était les monts maudits. Aujourd'hui, les monts maudits sont devenus une véritable mine d'or. C'est même l'outil de travail des guides. Des guides qui vendent beaucoup plus que du savoir-faire. On vend quelque part une part de rêve et quand les gens rentrent chez eux et qu'ils pensent à ça, on va dire pendant des mois derrière, je pense pas que ce soit inutile et pour eux c'est un petit peu un petit moment de bonheur dans leur vie de tous les jours, quoi. Goûtés par le monde entier, ces petits moments de bonheur n'attendent plus que les Chinois. C'est le prochain marché au niveau mondial, la Chine. Cela dit, même 1% de plus d'1 milliard, c'est sûr ça, que... il y a très peu de gens qui ont les moyens de venir, mais ce pourcentage par rapport à 1,3 milliard, ça donne énormément de monde. Chinois, japonais, anglais, Chamonix et son Mont Blanc, c'est beaucoup plus qu'une station, c'est la tour de Babel. Football avec le tableau des quarts de finale de la Coupe de la Ligue, dont le tirage a eu lieu aujourd'hui. Au programme, un choc entre Lens et Sochaux, et Le Mans affrontera Nantes, tandis que Guignon recevra Auxerre. Enfin, Saint-Étienne, vous le voyez, sera opposé à Nice. Les Étourdis, le nouveau spectacle de Jérôme Deschamps avec Macha Makeyev et avec une nouvelle troupe qui n'est pas sans rappeler les Deschiens, une bande de paumés, mal habillés, un peu ringards, en quête de bonheur. Marie-Hélène Bonneau et Diane Richard sont allées à Nîmes où le spectacle a été créé avant d'être produit à Paris, à Chaillot. Ravi de vous voir. Bien. Il n'en est pas question.
Non, parce que vous comprenez. Un improbable bureau, à la tête un patron déjanté. Les jambes, quelques employés tombés là par hasard. Le monde des Deschamps n'en finit pas de décrire un univers de brut avec sa troupe de paumés. En coulisses, comme d'habitude, une vraie quincaillerie, c'est la signature. Des centaines de costumes étudiés dans les détails, d'incroyables acteurs, un gros monsieur, l'homme de ménage, une chanteuse soprano, la fiancée, une jeune employée qui chante aussi, et le patron de tout ce petit monde qui s'écoute parler. La barandade de Nîmes. Très bien. Ces personnages se battent avec des choses qui pour chacun de nous sont difficiles, c'est-à-dire comment aimer, comment s'y prendre pour être un tout petit peu plus heureux, pour être entendu, pour être regardé, pour être assis à côté de l'autre sans que ça devienne un drame. Alors il reste le chat et ça se passe pas très bien, c'est vrai, avec le chat. Ni avec le chien d'ailleurs. Allez, viens ici. Un travail d'acteur et de mime. Vous partez en voyage, pas de problème. Regardez, hop. Tout est bon pour créer l'illusion. Évidemment, c'est évolutif. Regardez. Ce spectacle ne raconte pas vraiment une histoire. C'est aussi une manière de laisser une plus grande place à l'imaginaire aussi aux spectateurs, parce que chacun y voit une histoire différente. Et quand à la fin le monde s'écroule sous la paperasserie, ces étourdis pleins de solitude et de rêve ont accompagné pendant 1h40 le spectateur qui réalise que la quête du bonheur est sans fin. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, puis le point route, Valérie Maurice. 20h50, soirée polar avec PJ et avocats associés. Minuit 40, le journal de la nuit, Jean-Claude Renaud. Demain à 13h, vous retrouverez Béatrice Schoenberg. Excellente fin de soirée sur France 2. Et on se quitte avec ces images du gratte-ciel de 541 mètres qui remplacera le World Trade Center à New York. Cet édifice de verre, dont la construction sera achevée en 2008, sera alors la plus haute tour du monde. Très bonne soirée à tous.